Le plus commun, c'est ce qui s'appelle dans le jargon des steppes. En fait, c'est des grands barrages dans lesquels vous faites remonter l'eau quand vous avez de l'électricité pas chère, et ensuite vous turbinez dans l'autre sens lorsque vous avez besoin de cette électricité sur des pointes, par exemple, d'énergie. Le barrage de Grand Maison, par exemple, dans les Alpes, est une grande steppe de ce type-là. Mais des steppes, il n'y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup dans le monde malgré tout, et c'est des ouvrages, c'est des grands ouvrages relativement compliqués que l'on ne peut faire que si la géographie le permet. Les batteries dont on parle beaucoup, les batteries aujourd'hui, c'est très cher. C'est vraiment très cher. Et ça n'a pas Donc, des durées de fonctionnement ça n'a très pas longues. des durées de fonctionnement très importantes, hein, quelques heures. Une voiture, c'est quelques centaines de kilomètres tout au mieux. C'est relativement cher. Et ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être la voiture électrique va permettre, par son industrialisation, d'avoir des volumes beaucoup plus importants de batteries que l'on peut avoir aujourd'hui. Mais la batterie généralisée que vous avez dans votre maison et qui sert à stocker de l'énergie, ça, c'est probablement relativement futuriste. 2025, 2030, des choses comme ça. Il y a des choses beaucoup plus terre à terre hein, en matière de stockage de l'énergie, mais beaucoup plus simples. C'est la chaleur. Si vous voulez, le propre de la chaleur, c'est qu'elle se stocke facilement, mais elle ne se transporte pas bien. C'est exactement le contraire de l'électricité. L'électricité, ça ne se stocke pas bien, mais ça se transporte facilement. Donc nous, si vous voulez, on revient un petit peu à des choses simples, les fameux ballons d'eau chaude électrique. Un ballon d'eau chaude électrique, si vous voulez, vous pouvez très bien l'utiliser comme stockage d'énergie. Vous avez vos panneaux photovoltaïques ici dans cette région ensoleillée sur votre toit et vous l'utilisez pour, à midi, chauffer votre ballon d'eau chaude pendant la journée au pic finalement de la production solaire. Donc vous voyez, je pense que le mix énergétique de demain, ce n'est pas une solution unique. Il y aura toujours du pétrole, il y aura toujours du gaz, il y aura toujours du charbon. Il faut développer un mix beaucoup plus large, beaucoup plus diversifié, beaucoup plus dépendant aussi probablement de la géographie. Il y a des endroits où il y a du soleil, et il y a des endroits où il y a de la géothermie. Ils ne sont pas forcément complètement tous les mêmes. Et revenir à des solutions simples, sans a priori. Le ballon d'eau chaude avec une bonne vieille résistance alimenté par des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, ça peut très très bien marcher. Les réseaux de chaleur dans le bâtiment avec de la géothermie, ça c'est des choses qu'on peut faire pratiquement partout en France, en Île-de-France, dans le bassin aquitain, ici en PACA. Et donc moi je suis absolument convaincu que le monde du bâtiment en particulier a de multiples idées là-dessus et que c'est tout ce monde de petites solutions qui va émerger. On va leur demander justement au monde du bâtiment, même si j'avais une relance à faire, mais on va donner la parole à Corinne Bézoni et à Emmanuel Dujardin qui sont architectes. Donc aujourd'hui, est-ce que dans les réflexions que vous avez, est-ce que dans les créations que vous engagez, le domaine énergétique, les économies d'énergie, l'intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments du futur, c'est déjà dans votre esprit, à 100%? Alors c'est déjà dans les esprits parce qu'il y a des normes qui sont mises en place aujourd'hui, qu'on est à la veille du changement d'une nouvelle norme. On va rentrer au 1er janvier 2013 en réglementation thermique 2012. Donc on est aujourd'hui en réglementation thermique 2005 et avant c'était réglementation thermique 2000. À chaque évolution, on a eu un nombre de points, je vais dire, et je reviendrai là-dessus, un nombre de points à atteindre par bâtiment. Ce nombre de points, il est calculé par la manière dont on isole le bâtiment, par l'inertie des matériaux qu'on utilise, par la production d'énergie, par l'utilisation, la consommation d'énergie. Aujourd'hui, on est un petit peu dans une situation où je pense que les maîtres d'ouvrage et les utilisateurs ne font pas la démarche de dire je vais consommer moins, je vais m'améliorer, je vais améliorer mon bâtiment, donc je vais dépenser plus en le construisant, parce que ça coûte plus cher d'atteindre des niveaux importants, donc d'isoler mieux et de produire avec de la géothermie notamment. La géothermie, ça a quand même un coût d'installation. Donc ils sont plutôt à se dire, il faut que j'atteigne un label. Donc on a des tonnes de labels, des labels HQE, des labels BBC, des labels barbares avec des noms incompréhensibles. Ces labels donc, sont quelque part
une garantie de bonne conscience pour ceux qui font les projets, les bâtiments, ceux qui vont les payer quelque part. On n'est pas encore dans la démarche de se dire je vais faire un bâtiment qui va lui-même produire, qui va être bon pour l'environnement et qui va m'améliorer. Il y a des projets pilotes. Donc on en a 2 en ce moment qui sont intéressants. Un projet de bureau, c'est le premier bâtiment de bureau en bois en France avec le label BPOS. BPOS, ça veut dire bâtiment à énergie positive. Ça veut dire qu'il va produire plus qu'il ne va consommer. Donc il a des tas d'outils pour y arriver. Il a des protections solaires des fenêtres, il a des protections par des balcons, il a des volets électriques, il est orienté de la bonne manière, etc. Mais c'est une démarche volontaire du promoteur de partir là-dedans. Et puis on va étudier le premier bâtiment de logement également BPOS pour un bailleur social qui essaye donc de tester quelque part et de voir ce que ça va donner. L'intérêt de la RT 2012 aujourd'hui, c'est qu'elle met un point important sur le suivi pendant la vie du bâtiment de ce qu'on aura théorisé au moment de la construction. On se dit aujourd'hui, on conçoit un bâtiment qui va consommer moins, qui va être efficace. Jusqu'à présent, on le dit, on le valide une fois que c'est construit et on ne fait pas attention à ce qui se passe derrière. Donc souvent, quand vous achetez peut-être un ballon d'eau chaude très performant ou une chaudière performante, on vous dit, vous allez voir, vous allez économiser 20-25% de consommation. Personne ne le vérifie après. L'intérêt de la RT 2012, c'est d'imposer de le vérifier et que l'utilisateur, donc chacun dans son logement, dans son bureau, ait des petits témoins et des petits outils qui lui permettent de vérifier sa consommation pour qu'il en prenne conscience. Et une fois qu'il en a pris conscience, il va faire attention de fermer un petit peu plus souvent les fenêtres, il va voir que ça va baisser un peu sa consommation de chauffage, etc. Donc on est dans le début, je vais dire, de la prise de conscience individuelle, là où je pense que les 3, 4, 5 dernières années, c'était plutôt de la production de bâtiments, bonne conscience pour arriver à ce quantitatif de points très théorique. Aujourd'hui, on est sur le nombre de points et la vérification derrière, et ça ne fait que s'améliorer au fur et à mesure. Corinne Vézoni, quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Emmanuel Dujardin ? Moi, ce que je peux rajouter, c'est la dimension des villes, le travail sur l'urbain. Et la question de l'environnement passe aussi par la question au-delà des technologies, de qu'est-ce qu'on fait de la ville de demain et comment socialement aussi cette ville va évoluer, comment cet apport de nouvelles technologies, cette création de quartiers dits éco-quartiers, comment cette grande tendance va apporter aussi d'autres solutions au vivre ensemble. Et la difficulté, elle est là, dans cette articulation entre ces créations qui sont tout à fait louables de bâtiments ou de quartiers complets, parce que le sujet, c'est surtout à l'échelle de la ville, je pense, plus qu'à l'échelle du bâtiment unique, comment la ville de demain va pouvoir permettre quand même la sociabilité qu'on a perdue. Et là, la difficulté, c'est que ces nouvelles technologies, la façon de construire actuellement, les nouvelles propositions sont beaucoup plus adaptables à des bâtiments neufs qu'à la ville ancienne. Comment on va gérer la ville classique, la ville traditionnelle, pour ne pas l'isoler de l'avenir de la ville nouvelle, et comment l'articulation entre ces deux mondes va se faire. Et la difficulté, je pense qu'elle est là. Développer des technologies, c'est pas facile en soi, mais c'est pas très compliqué quand même. C'est pas ça qui fait l'architecture et c'est pas ça qui fait la ville. La grande difficulté, elle est là. D'accord. Alors je crois que M. Bucchi est très impatient de réagir. Oui, vous posez le problème central, madame. Comme quoi on a vraiment besoin que les femmes interviennent dans ce débat parce qu'elles apportent un autre regard. Mais je le dis avec un sourire, mais je le crois vraiment. Parce que quand je dis que c'est le problème central, voilà aussi un autre élément de la transition énergétique qui doit se faire dans les têtes. Et je vais partir là aussi d'un peu loin. On ne peut pas faire un territoire, on ne peut pas l'aménager de la même façon selon que le litre de carburant soit à 1 euro ou 5 euros. Et moi, je m'étonne aujourd'hui qu'on puisse bâtir des territoires sans poser cette simple question. Et donc, l'une des premières révolutions à faire, elle est là. Et elle n'est pas compliquée, celle-ci. C'est simplement dire, quand on fait un SCOT ou quand on fait un PLU,
pensez votre territoire, vous devez penser votre territoire avec, par exemple, ce critère. Mais les outils existent. Et c'est ça qui est étonnant. C'est que ça fait plusieurs années que l'on parle, par exemple, d'approche environnementale de l'urbanisme. Si Lambesc a une caractéristique peut-être unique en PACA, je crois que c'est la seule ville à avoir bâti un plan d'action sur 20 ans fondé sur les critères de l'approche environnementale de l'urbanisme. Ça change complètement la ville. Ça ne se voit pas aujourd'hui. Bien évidemment, les citoyens ne se rendent pas bien compte que quand on a posé une école à un endroit, c'est pas simplement parce qu'il y avait un vide, mais parce que ça permet, dans une ville où chaque jour les gens font 6500 km pour conduire leurs enfants à l'école, ça permet de diviser par 2 la quantité de carburant, par 2 le nombre de voitures sur un endroit, par 2 le temps passé dans les bouchons. Donc c'est ça l'évolution du territoire de demain. Et pour aller vers l'action et pour proposer, c'est l'un des éléments forts qu'à la conférence environnementale dans 15 jours, en tous les cas, je porterai avec beaucoup de détermination, c'est d'imposer l'approche environnementale de l'urbanisme dans la constitution des SCOT et des PLU. Ça, c'est la base même. Après, on travaillera. Et vous avez raison de dire qu'il faut lier à cela la qualité de vie. On ne peut pas penser un territoire uniquement sur le thème de l'énergie. Mais on se rend compte, en poussant un peu la réflexion, qu'on arrive au mieux vivre de tous parce que, par exemple, on crée des lieux de rencontre. Par exemple, on crée des chemins où on se déplace à pied, à bicyclette plutôt qu'en voiture, et tout devient d'un seul coup plus agréable. Donc il y a convergence des intérêts. Si je peux me permettre deux, trois petites réactions par rapport à ce qui a été dit. On a parlé du problème de l'eau et du stockage. Moi, je voudrais attirer l'attention sur ce que veut dire également transition énergétique. Et cette fois-ci, pas dans l'action, mais dans notre environnement. La transition énergétique aussi, c'est pour nous aujourd'hui penser adaptation, et vous avez aussi un rôle à jouer dans ce domaine-là, penser adaptation aux évolutions quasi inéluctables qui se feront. J'en prends une liée à l'eau, qui a commencé à se voir cet été. L'eau stockée pour faire de l'électricité, si on la stocke trop, elle peut manquer à ceux qui sont en aval. Et on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, je n'accuse pas EDF, mais que cette année, par exemple, il y avait eu conflit d'usage sur 3 usages de l'eau. À Serponçon, il y a le tourisme. À Serponçon, il y a l'électricité. Et derrière Serponçon, il y a la Durance. On m'a dit que le niveau d'étiage de la Durance était tombé bien bas cette année et qu'il pouvait y avoir risque sur la biodiversité. Simplement pour dire, encore une fois, qu'il faut sortir, même si c'est une partie de la solution, il faut sortir des schémas d'hier où l'électricité se pensait grand, gros, loin, pour penser petit. Et j'ajouterais, c'est un autre élément qui a été évoqué par certains d'entre vous, j'ajouterais l'intelligence, et je préciserai l'intelligence au bon endroit. On parlait de smart grid tout à l'heure. Le smart grid, Lambesc, on a fait l'expérience, on a été la première ville, ça a été reconnu à tout niveau. Oui, vous avez été primé même. Ça a été primé, bon, ça c'est accessoire, mais ce qui est important, c'est la leçon qu'il faut en tirer. C'est que le smart grid, qu'est-ce que c'est? Ça rejoint ce que disait M. Salah, c'est consommer moins, consommer mieux en stockant la nuit et produire propre sur place. Sauf qu'on s'est rendu compte, nous, que cette intelligence-là, elle pouvait avoir plusieurs utilités. Et personnellement, après l'expérience vécue, je changerais l'orientation de l'utilité première en essayant de ne pas tout perdre de la première. Je m'explique parce que c'est peut-être un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est un smart grid? C'est un producteur qui est en haut, nous, communauté de citoyens ou collectivités qui sommes en dessous, et entre les deux, une intelligence qui, là, peut avoir plusieurs orientations. Le smart grid de Lambesc, c'était essentiellement orienté vers une gestion de la courbe de production du producteur, parce que gérer les pointes pour les producteurs, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher. Pour le dernier kilowatt tout en haut à 18 heures, il coûte une fortune. Donc il faut aplanir les courbes. Et donc, il est nécessaire d'avoir cette intelligence-là. Mais moi, maire de Lambesc, quand je vois la facture énergétique de la collectivité et de mes concitoyens augmenter comme elle augmente, je précise les chiffres, plus 30% d'ici 3 ans, plus 50% d'ici 2020. Dans le budget des familles, ça va peser extrêmement lourd. Donc moi, je souhaite qu'un travail soit fait pour que l'intelligence soit déportée et qu'elle serve aussi à guider
les citoyens et les collectivités vers moins de consommation. Et là, vous, architectes, urbanistes, entreprises du bâtiment, vous avez un rôle à jouer. Parce que cette intelligence-là, il faut la déporter le plus près possible du lieu de consommation. Et j'ajouterais que sur le plan technologique, il faut faire des choses extrêmement simples pour effectivement agir quand il le faut. C'est pas compliqué, par exemple, de dire, parce qu'il y a une petite intelligence dans un coin, que la nuit, on peut faire tomber le disjoncteur qui alimente le chauffage, ou alors si on le fait, si on le garde, c'est pour stocker le chauffage la nuit et le restituer le jour. Ce sont des petites choses comme ça, et donc on se rend compte à l'occasion d'un sujet comme celui-ci, mais on pourrait le faire pour plein d'autres, on se rend compte que globalement, pour reprendre mon propos, et j'arrêterai là parce que sinon il y en a pour des heures, je dirais simplement que l'urbaniste aura à penser la ville pour qu'on se déplace moins, l'architecte aura à concevoir la maison pour qu'on y vive mieux, qu'on l'oriente mieux et qu'on consomme moins, que le technicien aura à concevoir l'intelligence qui est au centre. Et par parenthèse, j'étais hier avec Cap Énergie et on pensait l'intelligence de demain qui va relier le grand réseau des télécoms avec le grand réseau de l'électricité. Parce que demain, avec nos smartphones, là, eh bien, on pourra savoir si à un moment donné dans ma maison, on consomme de l'énergie pour rien. Et on pourra commencer à pousser les comportements des individus. Donc vous voyez que, d'une part, la tâche est peut-être immense, mais moi, encore une fois, je suis de nature optimiste. Je veux regarder ça comme une chance fabuleuse pour l'économie. Enfin, je terminerai sur ce point-là, puisqu'il y a des chefs d'entreprise. Dans la feuille de route que l'Europe a éditée le 11 décembre 2011, il a été fait une estimation des montants qui seront générés dans l'économie européenne pour chaque année, je dis bien chaque année, faire évoluer le process tel que nous l'évoquons très rapidement ici. C'est 2500 milliards à 2600 milliards selon les scénarios. C'est énorme. Et donc il faut absolument que nous tous, on pense à ça. Et pour terminer, l'Europe y met des moyens puisque le fonds FEDER abondera pour 30% tout ce qui touche à l'énergie. Donc il faut que notre région se mobilise, aille chercher les fonds et que les acteurs y contribuent. Monsieur Bensimaga, je pense que là, vous avez quelque chose à dire. D'autant plus que c'est acté dans votre... depuis que vous êtes président, c'est acté dans votre mandat. Il y a une priorité, c'est justement, on va reprendre votre expression, phosphorer. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Bucchi. Quand on regarde de façon macro ce qui se passe, on sait que l'énergie va coûter beaucoup plus cher. On sait que les énergies fossiles vont être de plus en plus rares. On sait aussi, et là on est toujours macro, mais côté Europe, on sait qu'on a une problématique de perte de vitesse de l'Europe. Là, je reviens un peu plus vers chez nous. On sait qu'on va avoir, dans les années qui vont venir, un vieillissement de la population. On sait aussi qu'il va y avoir des modes de consommation d'énergie différentes. Les bâtiments vont être de mieux en mieux isolés. La problématique de chauffage ne sera plus la consommation essentielle des ménages. Ça sera la bureautique, ça sera l'informatique, ça sera la télévision, ça sera la domotique, ça sera des énergies électriques. Donc nous, entrepreneurs, la totalité du monde économique, nous devons anticiper ces changements qui sont inéluctables et que nous voyons venir de loin, qui ont déjà commencé. Le cœur de notre réflexion, c'est comment anticiper ce changement de la ville de demain avec des gens plus pauvres, dont la consommation d'énergie va être entre l'essence et le logement va être l'essence de leurs dépenses, avec un vieillissement de la population, et on rentre dans des problématiques d'accessibilité de logement, parce qu'il faut penser que les investissements pour quelqu'un vieillissant à la retraite, les gens ne pourront plus faire les investissements pour mettre en adéquation leur logement avec leurs besoins, donc il faut qu'ils fassent en étant actifs, en ayant les moyens de faire ces aménagements, tout en conservant un tissu social agréable pour les gens, puisque nous avons vu par le passé, et je vais prendre le cas de Marseille parce que c'est celui que je connais le mieux. Marseille, c'est un agrégat de 118 villages, 118 ou 119, je ne me rappelle pas bien.
ces villages avaient des identités propres, avec des lieux de vie, des places, des endroits où les gens se retrouvaient. On se rend compte aujourd'hui que la société, avec les nouveaux quartiers qui ont été créés dans les années 60, je ne vais pas les stigmatiser, mais c'est une remarque, les cités qui ont été créées, au lieu d'être des espaces ouverts, ont été des espaces fermés où les gens se sont retrouvés et se sont malheureusement ghettoisés. Nous avons besoin d'inverser la tendance. Donc nous avons, il me semble, tous les jalons, toutes les bases, toutes les hypothèses de l'avenir des cités. Nous avons aujourd'hui quasiment toutes les méthodes qui nous permettent, la dernière, c'est pour ça que je mettais le point là-dessus, c'est le stockage de l'électricité qui est un petit frein aujourd'hui pour une production locale d'un particulier ou d'un immeuble par exemple,